Bonjour à tous. Comme je vous l'avais annoncé, je reviens sur l'article de Mediapart après avoir mis en évidence les fautes factuelles de l'article du Monde pour m'arrêter de la même façon, sans rentrer dans les considérations sur l'opinion ou la subjectivité de l'auteur. Alors j'ai pris du temps, en fait, pour le faire une fois pour toutes, de regarder et de mettre en évidence les fautes factuelles de ce texte, de cette longue enquête, 5 papiers, où on est censé pouvoir comprendre ma pensée et comprendre la personne. Malheureusement, il y a d'abord, il faut le dire, des fautes factuelles, 51 sur un texte comme celui-ci, donc l'auteur a fait mieux que Caroline Fourest ou que Yann Hamel proportionnellement à la longueur du texte. Et puis il y a des problèmes méthodologiques. Alors je vais m'arrêter aux fautes factuelles, mais simplement dire du point de vue méthodologique, de voir par exemple l'auteur utiliser 4 ou 5 personnes de référence, que ce soit un journaliste, Yann Hamel, que ce soit un soi-disant spécialiste de la pensée arabe et islamique comme Awes Seniger, ou alors des personnes qui m'ont connu dans le passé, et il les fait revenir en boucle avec des considérations qu'il ne va pas vérifier. Et donc ils peuvent apparaître sur 5 articles 7-8 fois. Quant à ceux qui ont travaillé avec moi pendant 20 ans, ceux-ci n'ont pas la voix au chapitre. On n'a pas leur point de vue, on n'a pas le point de vue de ceux qui ont l'autre version des choses. Et puis, en même temps, les thématiques qui reviennent systématiquement en boucle de la même façon. Le moratoire sur 5 papiers, il y vient 4 fois. La relation avec le Qatar, 3 fois. Le travail, le texte sur les intellectuels communautaires, de la même façon, 3 fois. Et donc, en l'occurrence, ici, on a un retour des mêmes thèmes. On ne comprend pas pourquoi une enquête aussi longue avec le retour des mêmes thèmes. Il faudrait n'en parler qu'une seule fois et faire une analyse de fond. Et en particulier, chaque fois qu'il reparle du thème, il y a des fautes factuelles sur la façon dont les choses sont présentées. Mais enfin, ça c'est une question de méthodologie et on voit bien une façon de travailler qui n'est ni sérieuse, ni rigoureuse, ni elle ne va vérifier les faits. Alors, allons-y. Pour les fautes factuelles, 51 en l'occurrence, comme je l'ai dit. La première, vous voyez, dans la précipitation du travail, on rappelle que j'ai été interdit de France par Charles Pasqua. C'est faux, ça n'est pas lui qui m'a interdit, mais comme je l'ai déjà dit, M. Debré. Deuxième des fautes factuelles qui apparaît ici, c'est que je serais allé à Porto Alegre participer au Forum social mondial. Ça n'est pas vrai, je ne m'y suis jamais rendu. On revient sur le texte des intellectuels communautaires et on veut dire et faire répéter que j'aurais mis tout le monde dans le même paquet. Non, je l'ai répété, je savais que M. Taguieff n'était pas juif et je parlais d'intellectuels juifs ou nationalistes ou de personnes qui soutenaient Israël. Donc si le « ou » n'est pas suffisamment explicite, je l'avais déjà dit pour l'article du Monde, mais voyez comment on répète les choses de façon insidieuse de ce point de vue-là. Et on continue, en l'occurrence, sur ce que dit l'auteur, lecteur dogmatique du Coran, il déroute lorsqu'il affirme ne pas s'inscrire dans le cadre universaliste, rationaliste des Lumières. Mais où est-ce que j'aurais dit une chose pareille? Aucune référence, je n'ai jamais dit une chose pareille, au contraire, je suis de ceux qui appellent à plus de rationalité et à des réflexions en profondeur. Ensuite, au début des années 2000, Ramadan court après la reconnaissance universitaire, elle n'arrivera vraiment qu'en 2009. Complètement faux en l'occurrence, puisqu'en 2004, je devais partir à Notre Dame aux États-Unis avec un double poste universitaire, que Leiden m'a offert en 2007 une chaire d'études islamiques, de sciences islamiques, d'études islamiques, l'une des meilleures universités au monde dans le domaine, mais lui, il veut en l'occurrence dire 2009 pour Oxford, en le reliant bien entendu au Qatar, mais malheureusement pour l'auteur, le Qatar ne possède pas toutes les universités, sur lesquelles je vais revenir d'ailleurs, qui m'ont proposé des postes. Ensuite, il n'accepte la sécularisation en Occident, incongrue en islam selon lui, que parce qu'elle est le produit contextuel d'une trajectoire propre, le résultat historique de la lutte contre la domination de l'Église. Tariq Ramadan est un religieux et un religieux conservateur, voire un ultra-conservateur. Propos totalement infondés sur ce que je dis. Je mets en évidence la perspective de la sécularisation en Occident, mais dès 1995, je mets en évidence la séparation des autorités en islam. Si cela c'est être ultra-conservateur, je ne sais pas ce que c'est qu'être réformiste. Ou alors, j'ai peut-être une idée et j'y reviendrai. Ensuite, il met en évidence la biographie de Yann Hamel, seule biographie correcte de Ramadan parue à ce jour.
203 fautes factuelles de la part de Yann Hamel. Ça s'appelle une biographie de référence ou une biographie correcte. Et puis on continue. Tariq Ramadan prône en effet une lecture contextuelle du Coran. Il s'en prend fréquemment au littéralisme. Alors il faudrait savoir. Maintenant, tout à coup, ma lecture, elle était contextuelle. Hier, en fait, dans l'article qui précède, elle était littéraliste, ou elle est ultra-conservatrice, ou elle était, en l'occurrence, totalement fermée à la rationalité. Alors, encore une fois, des contradictions et des faits qui ne sont pas confirmés. Ensuite, on poursuit. J'écris un livre qui s'appelle « L'islam et le réveil arabe » et le journaliste renvoie le lecteur en disant la chose suivante. « L'islam et le réveil arabe, aux accents parfois conspirationnistes, a été éreinté par la presse. » Et là, il renvoie à un lien. Et en l'occurrence, parce que les lecteurs en général sont paresseux, on ne va pas voir le lien. Or, dans le lien, effectivement, je suis critiqué par qui? Le Wall Street Journal. Ah, le Wall Street Journal, j'ai aucun problème à être égratigné par le Wall Street Journal ou The World Affairs, qui sont les deux journaux qui me critiquent. Mais il y a un autre journal dans ce lien, qui s'appelle The Independent. Et le Independent dit exactement le contraire. Il met justement en évidence que mon propos n'est pas conspirationniste et que je fais l'équilibre entre les deux approches. Mais là encore, réduction, rapidité de l'auteur qui veut faire passer un message sans qu'on puisse vérifier ce qu'il dit. Et puis on continue. Où il est dit par rapport à ma famille, toujours la même chose que ce qu'on a vu dans Le Monde, en l'occurrence. À l'époque, il vit sur un grand pied. L'émir du Qatar lui prête une villa, l'Arabie saoudite le finance, jusqu'en 1971, où les Saoudiens lui coupent les vivres. Là, sur les faits, ça n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de soutien du Qatar. Et en l'occurrence, l'Arabie saoudite a soutenu par rapport à l'opposition, par rapport à Nasser, mais il n'y a jamais eu de vie de grand train, il n'y a jamais eu de villa. Tout ceci est du mensonge caractérisé, en l'occurrence pas simplement sur moi, mais sur ma famille. Et puis évidemment, puisque une véritable enquête me concernant aujourd'hui en France ne peut pas parler de mon grand-père, ne pas parler de mon grand-père ou ne pas parler de mon frère, et puis on met en évidence, on parle de mon frère et on réduit les propos de mon frère sur ce qu'il aurait dit par rapport à Ben Laden ou ce qu'il aurait dit par rapport au 11 septembre. Oui, il pose des questions, mais il n'a pas fait autre chose que de condamner, ce que, encore une fois, n'apparaît pas ici dans le texte. Et puis, vient à un moment donné un papier qui va s'intéresser à ma pensée. Alors, j'aurais pu espérer que, au-delà de ces titres tout à fait, qui sont des titres qui essayent d'attirer l'attention, qui sont un tout petit peu simplificateurs ou qui jouent un tout petit peu sur le caractère négatif, comme par exemple Tariq Ramadan, l'homme aux 1000 discours, eh bien, il va s'opposer soi-disant à Caroline Forrest et puis plutôt prendre la ligne de Yann Hamel en disant Tariq Ramadan fait le grand écart dans ses discours. Ce que, en l'occurrence, si vous allez au bout de la réflexion, veut dire exactement la même chose. C'était simplement pour ne pas prêter l'autorité de la formule à Caroline Forrest. Mais si on regarde les faits, on essaye de se pencher sur ce qui est dit. L'auteur nous dit, le journaliste nous dit qu'en fait, je suis intervenu sur la chaîne El Jazeera et j'ai dit sur la chaîne El Jazeera, qui est suivie par 40 millions de téléspectateurs, qu'effectivement j'avais des questions et qu'il y avait un certain nombre de questions à se poser. Alors, j'avais fait une erreur sur El Jazeera en disant qu'on avait laissé 2 cartes d'identité, il n'y en avait qu'une. Alors, l'auteur s'empresse de dire « Ah non, c'était une erreur, il n'y en avait qu'une ». Mais ce que j'ai dit El Jazeera, c'est exactement ce que j'ai dit aux chaînes françaises. Donc, il n'y a absolument pas de grand écart. Et ce que je dis dans le monde arabe est exactement de la même façon. J'ai des questions. Comme je l'ai dit ici en Angleterre, j'ai des questions sur ce qui se passe et il y a de ce point de vue-là à se poser des questions. D'ailleurs, même le journal Mediapart s'est posé des questions sur l'hypercacher. Ils sont allés voir comment se fait-il que toutes ces balles aient atteint des policiers, ont tiré sur d'autres policiers en étant derrière eux. Tout ceci a été mis en évidence par Mediapart. Donc les questions, quand elles sont chez Mediapart, sont l'œuvre d'enquêtes extrêmement sérieuses. Elles sont douteuses quand elles sont de la bouche de Ramadan, qui serait encore une fois pas clair. Et en l'occurrence ici, de la même façon, j'ai posé les questions, là, quand il est dit, c'est une faute encore par rapport à cela, où j'ai rapporté ce que disait le journaliste de la Stampa, qui se posait des questions et qui a reçu et eu confirmation de fait que Mera avait été en contact avec les services de renseignement français. On continue, en l'occurrence, où il nous est dit, par exemple,
que je dis que l'antisémitisme est anti-islamique, mais en même temps, par rapport à la question de l'islamophobie, je mets en évidence que des milieux pro-sionistes propagent aussi des thèses islamophobes. Mais évidemment, et il n'y a de ce point de vue-là aucun grand écart. Ça a été mis en évidence dans le texte sur l'islamophobie de deux sociologues français, Abdelali et Mohamed Marouane. Ils mettent ceci en évidence. Nathan Lee aux États-Unis met ceci en évidence. 4-5 livres mettent en évidence le fait qu'un certain nombre d'organisations pro-sionistes entretiennent aussi, et même des individus de ce point de vue-là, entretiennent une sorte de peur de l'islam. Donc là, il n'y a absolument pas, en l'occurrence me concernant, quelque chose qui serait de l'ordre du grand écart. Ensuite, il aurait d'abord soutenu la quenelle de Dieudonné, mais ça n'est absolument pas vrai. Je n'ai jamais soutenu la quenelle, j'ai simplement dit et mis en évidence que la quenelle, dans ce qu'elle représentait d'abord, c'était une façon de rejeter le système. Mais j'ai ajouté en même temps que moi je la trouvais vulgaire et que je n'y adhérais pas, encore une fois, des choses qui sont mises en évidence et qui sont mensongères. On poursuit. Mais Ramadan ne veut surtout pas déjuger d'emblée les textes sacrés, alors il biaise en proposant non pas de stopper les châtiments corporels, mais de décréter un moratoire. En fait, cette histoire de moratoire, c'est en 2004 qu'elle apparaît, nous sommes en 2016. J'ai écrit des articles, j'ai expliqué ce qu'il en était, je lui ai parlé à lui l'auteur, et de ce point de vue-là, il lui dit, il met en évidence que ça prouverait mes contradictions, et puis surtout ce qu'il dit, c'est que ce moratoire a fait que ça a fait en sorte que je sois partout dans le monde sujet de suspicion. Mais non, les seuls qui sont sujets de suspicion sur la question du moratoire, c'est la France et c'est les littéralistes. Et je ne peux pas rentrer en Arabie Saoudite pour ça. La France, l'Arabie Saoudite, même combat sur cette question-là. Et non pas du tout le monde entier. C'est compris et entendu au Pakistan, c'est compris et entendu dans beaucoup de pays d'Afrique, dans beaucoup de pays majoritairement musulmans, et aux États-Unis, et en Europe, les gens comprennent exactement ce que je veux dire. Même Amnesty International comprend ce que ça veut dire que de lancer un moratoire comme une étape à faire changer les mentalités. Sauf la France, sauf Mediapart à travers ce journaliste. Et on continue. Il met en évidence, sans avoir lu en l'occurrence, que j'aurais vu le rappeur Abdelmalek et je lui aurais mis un cadre moral et éthique à l'expression du chant. C'est faux. Je ne l'ai pas rencontré dans ces circonstances. Je l'ai rencontré dans une sorte de circonstance où il voulait me voir, mais je ne lui ai jamais parlé d'éthique de ce point de vue-là. Et à la rencontre où on était une rencontre ouverte sur l'art, eh bien, en l'occurrence, il n'était pas là. Et dans un texte qui s'appelle Faut-il avoir peur de Tariq Ramadan, qui est un texte avec Aziz Zemmouri, j'avais mis en évidence les mensonges, mais l'auteur du journal n'a évidemment pas tenu compte de ceci. Et puis, en l'occurrence, aujourd'hui, on continue sur des réflexions qui sont faites par l'auteur. On dit mais c'est incroyable. Un autre soi-disant spécialiste de ma pensée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Séniger, il dit oui, la charia, ça veut dire la voie, et Tariq Ramadan a utilisé le terme de la loi. Et puis l'auteur du texte, il dit que j'ai évolué par rapport à ça et que terme qu'il utilise d'ailleurs aujourd'hui. Mais j'ai toujours traduit la charia par la voie. 1980. 13, les musulmans dans la laïcité, 1995, le face-à-face des civilisations, 1997 en l'occurrence, les êtres musulmans européens. Ce n'est pas aujourd'hui que les choses ont changé. Cet auteur n'a manifestement pas lu ni les premiers livres, et il a très mal lu les derniers, mais ça n'est pas sérieux quand on fait autant d'erreurs sur le contenu. Et là, en l'occurrence, on voit que les erreurs sur la substance de la pensée sont importantes. Et puis, on poursuit en même temps dans cette réflexion quand il nous a dit, par exemple, pour lui, le public est prêt à payer 5, 10, voire 20 euros. Ramadan facture 800 à 1500 euros par chaque intervention. Ce que l'auteur ne dit pas ici, en l'occurrence, il laisse entendre que ce serait de l'argent que je prendrais pour moi. Non, en France, pour aucune des interventions, je ne prends de salaire, je ne prends d'honoraire. Tout cet argent-là aide mon bureau et nous avons de la peine à survivre. Il peut arriver que pour une conférence académique, je sois payé pour la faire, mais ce que je lui ai mis en évidence ici, et qu'il ne dit pas évidemment, les mensonges par omission sont aussi importants, il ne le dit pas. Ensuite, il nous parle de présence musulmane avec des gens qui n'étaient même pas
des proches de mon travail. Toutes les personnes qui sont citées sur l'article ne sont pas des proches. Et ici, en l'occurrence, il dit « Le noyau dur de l'association se voit une fois par semaine ». C'était pas une association, nous ne nous sommes jamais vus une fois par semaine, et c'était un mouvement où on se voyait 3 fois par année, et toutes les décisions sont prises en tripartite, Belgique, France et Suisse, et je ne suis que l'un des membres, et il n'y a aucune décision qui n'a été prise avec une organisation que je présiderais, puisqu'il n'y avait pas de président et qu'il n'y avait pas d'organisation. C'est pas grave, on n'en est pas à une approximation près. Et ensuite, la feuille de route de présence musulmane prévoyait au départ que l'orateur passe le relais au bout de 3 ans. C'est pas tout à fait vrai, tout ceci. Et à un moment donné où je voulais me retirer, il aurait pu demander à ceux qui étaient mes collaborateurs, on me demandait de venir, justement parce que ça pouvait faire venir du monde et les faire en sorte que le public vienne et entendre d'autres personnes. Donc ce n'est pas moi qui ne voulais personne à côté. Je devais y aller pour que le public vienne et qu'on puisse faire émerger des personnes. Encore une contre-vérité. Donc il faudrait aussi questionner des gens qui sont là, qui ont travaillé avec moi, qui sont encore vivants. Hein, ils ne sont pas tous morts, ceux qui ont travaillé avec moi pendant 25 ans. Malheureusement, ça n'est pas fait. Depuis qu'il est coupé de nombre de ses anciens amis, Ramadan est connu pour être un bon vivant, s'est embourgeoisé et internationalisé. Et puis il prend pour montrer que je me suis embourgeoisé, il prend un exemple en disant que pour faire le livre avec Edgar Morin, je suis allé à la Maïmouna. Mais le problème, c'est que je suis allé à la Maïmouna parce qu'en fait, Edgar Morin est à Marrakech, on l'a fait sur son terrain, et le choix de la Maïmouna, c'est pas venu de moi, c'est devenu de la relation entre mon éditeur et Edgar Morin lui-même, pas moi. Donc en l'occurrence, non, je suis jamais descendu à la Maïmouna pour faire cet ouvrage-là, même si en l'occurrence la Maïmouna et quelques grands hôtels du Maroc seraient prêts à m'accueillir si je voulais y venir, mais je n'y descends pas. Et en l'occurrence, en général, au Maroc, je ne descends pas dans les hôtels. On continue, parce que là, il y a encore d'autres fautes. Et puis ensuite, il y a tout un laïus sur les extrémistes, tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Puis ensuite, il dit, Tarek Ramadan ne peut évidemment pas être comptable de leurs pensées. Ben alors pourquoi on la met? Quel est le rapport entre leurs pensées et la mienne? Puisque, en plus, il y a des affabulations. Mégal qui dit que c'est lui qui écrit mes discours. Je veux dire qu'un auteur sérieux d'un portrait peut dire des choses pareilles et les rapporter, si ce n'est pour entretenir en même temps une espèce de soupçon. Et puis on repart sur l'idée du Patriot Act. Tout ce qui est dit sur le plan strictement factuel du fait que je ne peux pas rentrer aux États-Unis, non, ça n'est pas parce que j'ai donné de l'argent. Dans un premier temps, c'est le Patriot Act et pendant 2 ans, on ne sait pas pourquoi je ne peux pas entrer. C'est plus tard qu'on va dire que c'est parce que j'ai donné de l'argent à des associations pro-palestiniennes. Et en même temps, il y a une énorme erreur administrative de ce point de vue-là parce que j'avais donné de l'argent une année avant que l'organisation soit blacklistée aux États-Unis. Donc ça ne tient pas. Mais là, on passe par pertes et profits, c'est fait factuel pour les entretenir encore. Ensuite, on continue, en particulier l'émirat du Qatar qui finance indirectement la chaire. On fait semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. Alors je ne vais même pas revenir sur cette affaire-là puisque j'en ai parlé pour Le Monde et puis que l'université d'Oxford a clarifié les faits dans une réponse claire. Elle répond à ces mensonges et ces approximations ici sur Oxford. Et puis, lui, il en rajoute. Quand il lui est dit, il téléphone à l'université, on lui dit, il est à plein temps. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah ben c'est 8 heures par mois, et c'est lui qui le met. Entre 2 virgules, c'est sa parole à lui. Un plein temps à l'université d'Oxford, 8 heures par mois. Non. C'est 8 heures d'enseignement, puis 8 heures de tutorial au minimum, plus les thèses que l'on poursuit. Et j'ai 10 étudiants, plus les masters que l'on suit. Mais ça, il ne le dit pas. Pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'ensuite, il va le dire, mais l'essentiel de son temps est au Qatar. Et il y passe 2 semaines par mois. C'est faux, c'est 2 semaines. J'y vais 4 fois 2 semaines en début d'année. Et le reste du temps, je suis professeur à Oxford. N'en déplaise à l'auteur qui est encore une fois dans l'approximation. Et puis ensuite, il met en évidence que mon problème avec ma thèse de Genève, où encore les faits sont rapportés de façon totalement farfelue, eh bien ça m'aurait fermé les portes des universités prestigieuses. Oxford, c'est la 2e université au monde, et ce n'est pas simplement par rapport à Qatar. Mais qu'en est-il de la proposition que j'ai eue d'enseigner à Harvard, première université au monde, ou à Stanford, la 3e, ou à Leiden, dont j'ai dit, ou à Durham, ou à Northwestern University?
12 propositions d'universités à travers le monde pour qu'on vienne dire des âneries pareilles, comme si, en fait, je devais considérer que le seul espoir pour moi de la reconnaissance universitaire, c'est d'être reconnu par une université française. Ça ne m'intéresse pas, simplement, en l'occurrence ici, qu'on s'en tienne aux faits. Et on continue. De ce point de vue-là. En réalité, une très grande partie du poste consiste à enseigner, comme je l'ai dit, non pas à Oxford, mais au Qatar. Là, on est encore dans l'approximation. Et puis ensuite, il parle du CAIL, du Centre islamique de la législation, du Centre de législation islamique et d'éthique. Et il dit c'est un think tank. Non, non, c'est un centre de recherche. Et on a 13 personnes qui y travaillent, on a des professeurs, on a un master's qui a été mis en place, on a un doctorat qui va être mis en place. Et puis on a produit 80 papiers académiques. Ce n'est pas un think tank, ce n'est pas quelque chose qu'il faut diminuer du point de vue de son prestige académique comme tout le texte veut le mettre en évidence. Et puis ensuite, on continue en l'occurrence, où il nous est dit que c'est un lieu de dialogue entre les plus rétrogrades. Alors attendez, on a invité des savants qui viennent du monde entier, des intellectuels prestigieux, puis ils sont tous rétrogrades, c'est-à-dire les spécialistes de la bioéthique, les spécialistes Beauchamp, c'est un rétrograde, toutes les personnes qu'on a, Karen Armstrong, ce sont des rétrogrades, mais on a aussi invité Edoui Plenel, un rétrograde aussi. Il est aussi un rétrograde dans l'univers des rétrogrades qui sont ceux du centre, où c'est des non-vérifications qu'il faut encore mettre en évidence. C'est presque risible. Et c'est un peu triste de voir ceci. Ensuite, la mise en évidence du fait que je serais quelqu'un qui critique l'Arabie saoudite, mais pas le Qatar. En l'occurrence, les différentes interventions que j'ai pu faire, ce que j'ai pu mettre en évidence dans les conférences jusqu'à la conférence internationale, j'ai toujours été tout à fait libre de ma critique et j'ai été de ce point de vue-là, sur la question d'immigration, sur la question des libertés, je le suis avec tous les États du Golfe, je le suis avec tous les États majoritairement musulmans et je le suis avec tous les États du monde. Je ne fais aucune sélection dans ma critique et cela, l'auteur aurait pu le mettre en évidence. Et puis, une énorme réflexion autour de la pensée de Al-Qaradawi et on dit en l'occurrence une sorte de parrain du centre. Eh bien non, il n'est pas le parrain du centre, il est un invité parmi les autres invités. Et pourquoi faire une page sur sa pensée, sur les thèses et les éléments les plus conservateurs et les plus controversés, puis ensuite de mettre ma réponse en mettant que je m'en démarque. Quel est le but de cette attitude, si ce n'est de vouloir suivre ce que dit Awais Senninger dans son délire? Ce serait le Cheikh Al-Qaradawi qui a fait le centre, qui a fait que j'ai mon poste à Oxford. Oxford a répondu sur ces élucubrations sur lesquelles on ne va pas continuer à discuter ici. Donc voilà un certain nombre d'éléments. 51 fautes, c'est énorme, ça n'est pas sérieux. Et là, en l'occurrence, Mediapart fait du Marianne, fait du travail à l'emporte-pièce. Et il y a une idée, il y a une volonté là derrière. On peut se poser la question, une fois qu'on a vu le portrait du Monde et qu'on a vu le portrait de Mediapart, il y a quand même des similarités. En l'occurrence, on ne veut pas entrer, on ne veut pas dire que Caroline Forrest ait la raison, mais il y a une similarité avec Caroline Forrest, c'est s'en prendre à la personne et vouloir absolument la diminuer dans sa pensée, dans son caractère, ou dans son travail académique. Et là, en l'occurrence, cette personnalisation, elle est tout à fait particulière parce qu'en fait, c'est un déplacement. On personnalise, on s'attaque à la personne parce qu'on évite de devoir s'arrêter à la pensée. Parce que la pensée, elle gêne dans deux sens. La pensée réformiste, le travail que je fais depuis 25 ans, on ne veut pas l'aborder dans son contenu et on veut une certaine réforme, un certain type de réforme. D'ailleurs, c'est très clair dans l'enquête de Mediapart ici. Ce qu'on veut, c'est une réforme où on va changer le dogme, où on va changer le rituel, où on va changer la norme, ce à quoi appellent ceux que l'on présente comme des réformistes. Eh bien non, moi je ne change pas le dogme, je ne change pas la norme, mais par contre, je réforme les interprétations, je veux une nouvelle façon d'aborder les choses, je ne serai pas moins musulman dans ma pratique pour être mieux accepté en tant que Français. Et si la réforme c'est ça, eh bien je n'en suis pas. Et si ça veut dire être conservateur, il faut qu'on ait une vraie discussion sur le fond à laquelle je suis
après, mais sur le fond, pas ces espèces de procès sur la personne avec un espèce d'appareil qui est absolument à côté de la vraie question essentielle qui devrait nous aborder. Et puis, le deuxième élément qui gêne, c'est ma position politique. Je ne me tairai pas ni sur la politique du gouvernement français, ni sur la politique du gouvernement français à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, en mettant en évidence qu'aujourd'hui, c'est de cela dont il faut parler. Mais de cela, je m'attendais à cela. J'attendais à une enquête de Mediapart sur le fond, sur ce que je dis au gouvernement français, sur ce que je dis sur la politique intérieure, non pas à une espèce de construction qui déplace, comme tous les autres. Donc en fait, au-delà de savoir si j'ai un double discours que je n'ai pas ou pas, dont tout le monde sait que je ne l'ai pas, ce déplacement sur la personne, c'est la similarité de l'enquête de Fourest, de l'enquête de Yann Hamel, de l'enquête du Monde, de l'enquête de Mediapart. Parler et s'en prendre à la personne, essayer de la décrédibiliser pour ne pas avoir à discuter la pensée, à discuter les fondements, à discuter ce qui peut être aussi ce qu'entendent les musulmans. Parce que les musulmans, ils se fichent de moi au bout du compte. Ce qui les intéresse, c'est le message. Et au bout du compte, ce qui restera, c'est le message. Donc continuez vos portraits, restera le message. Voilà, je vous remercie. Ce sera la dernière intervention me concernant sur ce sujet-là. Elle était importante, j'ai pris du temps pour le faire. Et après ceci, on revient à l'essentiel, à savoir le message. Portez-vous bien et que la paix vous accompagne.